Bien, bonsoir, cher public. Nous continuons donc cette série de conférences sur les maladies du siècle, les maladies que j'ai reprises dans le livre de psycho-énergétique. Et ce soir, nous allons aborder les troubles musculo-squelettiques. Les troubles musculo-squelettiques forment un ensemble de maladies qui ont été répertoriées au cours des dernières décennies et qui maintenant forment un ensemble très cohérent et très bien défini. Ces maladies musculo-squelettiques sont toutes liées à notre mode de vie et à l'inflammation chronique. On verra également qu'elles sont concomitantes d'autres maladies et que nous pouvons adopter un regard très particulier avec la psycho-énergétique qui nous permet de trouver des moyens différents de régler ces problèmes et d'avoir un éclairage au niveau de la médecine du travail, au niveau social, des solutions d'énergétique chinoise qui seront novatrices, je pense. Donc, la définition de ces troubles musculo-squelettiques, bien, c'est des troubles inflammatoires qui, au départ, étaient seulement liés aux bursites, c'est-à-dire à tout ce qui est périarticulaire. Et petit à petit, on a augmenté cette notion pour englober donc les membres supérieurs, les membres inférieurs, la colonne vertébrale. Enfin bon, on s'est aperçu que tout le corps pouvait être affecté par ces inflammations. Depuis les années 70, cette maladie est exponentielle, c'est-à-dire qu'on ne voit pas quand est-ce que les cas vont diminuer, ils ne font qu'augmenter et dans des proportions considérables. On peut se rendre compte également que le niveau des stress chez nous a augmenté passablement depuis les années 70 et que donc on a une corrélation entre le stress, l'inflammation et ces troubles des articulations et ces troubles donc inflammatoires. On est en fait devant une réponse du corps, une réponse biologique au stress. Lorsque on a un stress, eh bien, il y a une réponse sympathique et parasympathique d'adaptation. Le sympathique va augmenter ses capacités afin de se préparer à une attaque et le parasympathique va diminuer, c'est-à-dire tout ce qui nous repose habituellement va diminuer. L'inflammation fait partie de cette préparation à l'attaque parce que l'inflammation libère des lymphocytes qui sont des moyens naturels et très efficaces de tuer les bactéries qui risqueraient de rentrer dans l'organisme lors d'une attaque, lorsqu'on a une plaie. Et donc, pour se préparer à l'adversité, eh bien, le corps va monter en immunité et également monter en inflammation. Le seul remède à ce déséquilibre sympathique-parasympathique, le seul remède à l'inflammation, c'est une production de cortisol, c'est-à-dire le cortisone humain. Cette production de cortisol va être systématiquement la réponse pour avoir plus d'énergie et pour que le corps se mobilise à
par rapport à ce stress. Voilà les responsables de nos problèmes, les responsables biologiques de nos problèmes. Ce sont tout simplement les adaptations à une dimension stressante. Alors pour expliquer en quoi consiste ce stress, eh bien on va prendre un bon cas, hein. On va prendre le cas de Madame Henriette et je vais vous expliquer un petit peu ce qui lui est arrivé dans sa vie. Et vous allez voir qu'elle a des pathologies qui, prises séparément, semblent ne rien avoir entre elles et qui pourtant sont toutes concomitantes à un stress. Pour comprendre pourquoi les troubles musculo-squelettiques commencent par les tendons, on y reviendra tout à l'heure, c'est lié aussi à l'inflammation. C'est très important de comprendre que les perturbations de l'inflammation, les perturbations cellulaires touchent les mitochondries et donc l'énergie produite dans la cellule va diminuer. En même temps, les dispositifs de nettoyage de la cellule vont augmenter. Les globules blancs augmentent dans notamment le cerveau, bien sûr, et aussi les tendons. Les tendons sont des lieux de production donc de globules blancs. Afin de régénérer les tendons, on a un état inflammatoire presque chronique naturellement des tendons, qui passe, pour se régénérer, d'un état inflammatoire à un état de non-inflammation qui s'équilibre et qui fait que le tendon, par son stress propre, va réagir et devenir de plus en plus fort. Dans le cas d'un stress trop fort ou trop prolongé ou trop suivi, eh bien, ce processus de guérison va s'inverser, c'est-à-dire que le tendon, au lieu d'être renforcé par le stress, eh bien, va dégénérer par le stress. Et ça, à cause d'une production trop forte de cortisol dans l'organisme. Donc, les tendons sont les premiers touchés si on a un stress chronique. Ensuite, il y a au niveau psychique une atteinte et puis ensuite, eh bien, on aura une atteinte au niveau de l'hypertension également. Donc, je vais vous parler du cas de Madame Henriette, qui bien sûr est un faux nom. Il n'y a jamais eu de patiente qui s'appelait Henriette, je crois. Cette patiente était donc sortie de l'école de secrétariat très jeune. Elle est rentrée dans une banque et on lui a donné une place au guichet où elle était très heureuse et elle avait une certaine notoriété parce qu'elle était responsable de fonds et elle manipulait de l'argent. Elle avait des bonnes relations avec la clientèle et ça a duré 22 ans. Au bout de 22 ans, elle avait un peu d'hypertension. Donc, déjà, le fait de manipuler de l'argent, d'être avec la clientèle, elle avait dépassé un petit peu déjà son niveau de stress acceptable. Mais elle n'était pas sous médicaments et tout allait bien. Puis, on a remplacé le guichet par des machines. Donc, on l'a recyclé à un poste de réception. Donc, ce poste de réception, c'était un poste de responsabilité parce que c'était représentatif de la banque. Il fallait qu'elle fasse bonne figure. Mais en même temps, l'endroit où on l'avait mis, c'était un endroit qui n'était pas préparé puisque toute la restructuration de la banque ne faisait que commencer. Donc, on l'a mis dans un endroit où il y avait des courants d'air, son poste n'était pas adapté, son imprimante était en bas, et elle n'était pas protégée par une banque
des clients, ce qui fait qu'il pouvait passer derrière, lui donner des conseils pour aller chercher des fichiers sur son ordinateur, être près de ses affaires personnelles. Et en fait, elle était sans arrêt dérangée et elle avait aussi de temps en temps des conflits avec les personnes qu'elle recevait parce que justement, elle n'était pas en sécurité. Et puis à un moment, elle a eu un conflit plus grand qu'un autre, une altercation forte. La personne est appelée, comme c'était au rez-de-chaussée où elle était toute seule, en plus elle n'était pas préservée. La personne avec qui elle a eu l'altercation est appelée dans un bureau en haut, et quand il revient, il lui dit « Si je vous trouve dans la rue, vous verrez ». Et il fait un geste comme ça. La dame rentre chez elle, elle fait une angine. C'est banal, c'est très banal. Mais très peu de temps après, elle commence à avoir des problèmes de tendinite. Elle commence à avoir de l'hypertension et très vite, elle a un arrêt de travail et dans cet arrêt de travail, elle a les idées qui commencent à tourner en rond. Elle commence à avoir une dépression. Finalement, je vous passe les détails. Elle va reprendre le travail plusieurs mois après, donc, et développer tout un tas, presque tous les troubles musculo-squelettiques qu'on connaît, jusqu'à avoir 3 hernies discales. Donc, des tendinites, des bursites, des problèmes aux genoux, des problèmes au coude, aux poignets, etc. Un traitement pour le cœur, pour sa tension qu'elle a toujours, et une dépression chronique qui va faire qu'elle, bien sûr, quand elle reprendra, elle changera de poste, mais qui fera qu'elle n'aura plus jamais la même motivation qu'auparavant. Alors, ce cas, c'est vraiment un cas typique de quelqu'un qui va faire toute la palette. Mais vous pouvez constater autour de vous que tout le monde a des gens qui ont des tendinites ou qui ont des problèmes, les problèmes que je viens de citer, soit de dépression, soit des pathologies cardiovasculaires. Alors d'abord, dans ce cas typique, où on a des symptômes poliformes, on va commencer par les tendinites. Donc, les tendinites, ça vient de l'inflammation et c'est quelque chose qui vient aussi de la colère ou de l'incapacité de dire les choses. On va le voir en énergétique tout à l'heure. L'inflammation est liée à la phase 3, qui est le méridien, le grand méridien VB-TR, triple réchauffeur vésicule biliaire. Et le triple réchauffeur, c'est la capacité qu'on a de s'adapter à une situation. Là, de toute évidence, cette personne était incapable de s'adapter plus que ce qu'elle avait fait. Et la colère rentrée, eh bien, cette colère rentrée, elle est liée à vésicule biliaire qui ne s'exprime pas. Si la vésicule biliaire s'exprime, ça fait des colères violentes qu'on sort d'un coup et après, ça va mieux. On est remis sur son équilibre et sur ce qu'on a à faire. Mais là, cette personne ne s'exprime pas. Et souvent, il y a un mot pour ça, hein, c'est alexithymie, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mots pour exprimer une émotion. Mais cette personne, probablement que le stress qu'elle a eu, elle n'a pas pu l'exprimer. Peut-être que ce serait maintenant, parce que c'est déjà un peu ancien, ben on ferait une cellule de crise, je ne sais pas, quelque chose. Mais pour un geste comme ça, elle aurait pu en parler à son médecin, à son psy, à quelqu'un. Elle n'a pas dû en parler. Elle n'a pas dû avoir les mots. Elle l'a gardé pour elle. Et elle a rentré sa colère. À chaque fois qu'on rentre une colère, vous pouvez être sûr que vous allez avoir une inflammation. Pourquoi ? Parce que vous vous retrouvez en inhibition d'action.
le fait d'être en inhibition d'action va provoquer des inflammations. Pourquoi? Parce que tout le corps s'est préparé pour l'action et il n'y a pas d'action. Donc, on se retrouve avec une inflammation et puis, quoi? Derrière, rien. Donc, la colère et jusqu'à des polyarthrites rhumatoïdes et des maladies très graves qui peuvent venir, des maladies auto-immunes qui peuvent venir de colère rentrée, comme incidence, bien sûr, ce n'est pas que ça. Ensuite, pour ce qui est de la dépression, alors là, c'est quand même plus rare qu'on fasse le lien entre le stress et la dépression. Et pourtant, il est toujours là, ce lien. C'est qu'il y a un lien direct, hormonal, entre l'inflammation et la santé mentale. C'est en 1927, par le prix Nobel, un psychiatre qui était prix Nobel, c'est le seul prix Nobel psychiatre qui ait eu d'ailleurs, je crois, qui s'appelait Schorg et qui était quelqu'un qui habitait à Vienne, qui a découvert, donc il y a déjà très longtemps, que les inflammations avaient comme conséquence la dépression. Et pourquoi? Bien, tout simplement parce que l'inflammation va faire baisser le taux de dopamine. Et ça, on l'a redécouvert en 1990. Donc, il y a un gros trou où on a oublié quelque chose de très important et on l'a redécouvert. Maintenant, donc c'est plus clair que quand quelqu'un est stressé, ben, il a arrivé un moment, il va déprimer et on comprend pourquoi, parce que la dopamine est l'hormone de la motivation. Donc la personne ne veut plus se lever le matin, elle reste couchée, elle veut se reposer, tout ce qui lui importe c'est de se reposer, et voilà. Ce n'est pas vraiment un burn-out, c'est encore autre chose le burn-out, on le verra plus tard, où il y a un épuisement total. Là, ça peut être une dépression sans qu'il y ait un épuisement total. De toute façon, la mise au repos est nécessaire parce que l'inflammation va diminuer avec la mise au repos et donc eh bien, la dopamine va remonter et la motivation va revenir. Dans cet état de dépression, on est vulnérable, on dort beaucoup et on est aussi très anxieux. C'est tous les systèmes d'alarme du corps qui se percutent. Et c'est là que peuvent arriver les pathologies cardiovasculaires. Là encore, parce qu'il y a un dérèglement, une arythmie, un dérangement au niveau du rythme cardiaque qui n'est pas dû au cœur simplement, mais à l'inflammation des vaisseaux. Et cette inflammation va provoquer par rebond des plaques de cholestérol et donc un état de mauvaise circulation, bien qu'on mange tout à fait normalement. Il est avéré que ces pathologies donc athéromateuses sont des pathologies liées au stress, mais pour autant, elles ne sont toujours pas reconnues comme des maladies du travail, une maladie professionnelle. Ensuite, donc Madame Henriette a eu de l'hypertension, hein, donc elle a un cortisol élevé et une impossibilité d'exprimer, parce qu'elle est dans la hiérarchie sociale certainement placée de telle manière qu'elle n'ose pas s'exprimer, parce que dans son éducation, on ne peut pas s'exprimer, parce que l'adversité sociale fait souvent ça. Il y a des familles défavorisées où toute l'éducation consiste à apprendre à prendre sur soi. Plus on prend sur soi, mieux c'est. Mais ensuite, on a
des conséquences graves dans la santé. Pourquoi? Parce que cette attitude donc de perturbation de l'émotion perturbe également la réactivité du cortisol. Chez quelqu'un qui a un événement stressant, eh bien, normalement, il y a une expression qui réagit contre cet événement stressant. Mais quelqu'un qui ne va pas exprimer ses émotions, qui ne va pas avoir les mots, eh bien, le corrélat biologique de l'alexithymie va faire un déni de l'événement. Ce déni va provoquer une cascade qui va arriver jusqu'à la dépression mélancolique par les ressorts que je vous ai révélés tout à l'heure, de l'inflammation, de la dopamine qui baisse, etc. Et de la cortisol qui s'élève de plus en plus sans pour autant calmer l'inflammation. On a ça très souvent, et on l'a eu donc jusqu'à des hernies discales à répétition pour Madame Henriette, qui a des perturbations de cortisol très élevées. Alors, si on donne de la cortisone à ces moments-là, ça ne sert à rien, voire ça aggrave encore les choses, puisque le corps fabrique lui-même des tonnes et des tonnes de cortisone, mais cette cortisone est déviée de sa réactivité normale et on arrive à un état de fragilité plutôt qu'un état anti-inflammatoire. Voilà pour la présentation globale de tout ça. Maintenant, au niveau énergétique, on va revenir un petit peu sur la résonance des merveilleux vaisseaux. La résonance, donc, au niveau psycho-énergétique. Là, je vous ai parlé de niveau hormonal, de niveau de stress, de niveau de travail, de niveau tout ce qui a à voir avec des problèmes de société, de la médecine moderne et comment on réagit à tout ça habituellement, tout en sachant que ce que je vous ai exposé est très insuffisant pour comprendre ces processus qui sont beaucoup mieux connus que ce que j'ai développé là et beaucoup plus profonds. Il y a beaucoup plus d'hormones impliquées que ça et pour les soigner d'une manière conventionnelle, c'est assez difficile. Maintenant, si on regarde d'un point de vue énergétique, donc j'ai commencé à vous dire un petit peu des pistes, il y a plusieurs choses à constater. D'abord, la phase qui correspond à l'inflammation, c'est la phase 3, et donc c'est le grand méridien, vésicule biliaire et triple réchauffeur. Donc vésicule biliaire, c'est le mouvement, donc tout ce qui bloque le mouvement va perturber donc ce niveau inflammatoire. Tout ce qui est un mouvement trop agité aussi. Vésicule biliaire, c'est aussi garder son cap, être dans sa ligne, faire des choses qui correspondent à quelque chose de juste pour soi. Donc, à chaque fois qu'on va sortir de son équilibre, eh bien, on va renforcer évidemment les problèmes de vésicule biliaire. Enfin, vésicule biliaire, c'est une énergie qui met en mouvement tous les autres méridiens. Et donc, la solution, ça va peut-être être de renforcer l'énergie de vésicule biliaire pour renforcer la mise en route de l'ensemble de la systémie. Je vous donne tout de suite la réponse à ça, parce que peut-être que ça ne sert à rien de différer pour donner des solutions. En fait, à chaque fois qu'on pratique un mouvement lent et conscient, on va thésauriser l'énergie de vésicule biliaire parce qu'elle sert à relancer le mouvement. Donc, si on hache le mouvement, à chaque fois, on se sert
de ce trésor de l'énergie de vésicule biliaire. Si on fait un mouvement lent et constant, eh bien, on va économiser cette énergie. Si on fait une forme de tai chi pendant 20 minutes, eh bien, pendant 20 minutes, on ne va pas tirer sur cette énergie qu'on va pouvoir utiliser autrement plus tard. Voilà une solution, le mouvement lent et conscient pour la vésicule biliaire, mais aussi pour faire baisser le seuil de stress. En baissant ce seuil de stress, on va baisser les colères refoulées. On va baisser le seuil inflammatoire et toutes les expressions du stress en général. L'inhibition d'action, le mal-être, la dépression, etc. J'ai soigné par le simple conseil à plusieurs personnes des dépressions de ce type-là, de type inflammatoire, des gens qui n'étaient pas exactement à leur place dans leur travail, simplement en faisant 2 heures de tai chi par jour pendant 1 mois. Et pas un beau tai chi merveilleux, hein, c'était des gens très, très débutants en tai chi. Simplement accorder 2 heures de son temps dans la journée à faire un mouvement lent et conscient, eh bien, ça change tout. Bien sûr, on ne fait ça que quand on a des problèmes. Parce qu'on n'a pas 2 heures à consacrer à des choses qui n'ont pas de retombée immédiate. Mais on peut envisager que l'énergétique chinoise ça débouche sur de la prévention. Et dans ce cas, c'est pas sot du tout d'aller faire 20 minutes de forme par jour en prévention, justement, pour faire baisser ce seuil d'inflammation, pour faire remonter son seuil de dopamine, pour thésauriser l'énergie vésicule biliaire, pour se mettre en mouvement lorsqu'on en a besoin, sans être au taquet sans arrêt. Voilà, je suis un fervent, évidemment, défenseur de ces techniques simples pour améliorer les inflammations. L'autre méridien qui est avec vésicule biliaire, donc c'est triple réchauffeur. Triple réchauffeur au niveau mental, c'est le mental agile, celui qui permet de nous adapter, celui qui capte l'environnement. Il correspond à la thyroïde, et donc vous pouvez vous souvenir de ça. La thyroïde participe donc à la thermorégulation. Donc c'est un thermostat, c'est quelque chose qui nous permet de nous adapter au climat psychique, à tout ce qu'il y a autour. Quand on a une difficulté d'adaptation, eh bien, de 2 choses l'une, soit on a dépassé notre capacité d'adaptation, soit que, pour une chose bien définie, soit qu'il y a trop de choses autour. Parce que ce qu'on n'a pas évoqué, c'est que souvent, beaucoup de femmes ont un petit trait là. Vous avez remarqué, un petit trait qui veut dire qu'ils sont passés par la chirurgie parce qu'il y avait des nodules à la glande thyroïde. Ce genre de maladie de société, de maladie très moderne, ça veut dire quoi? Que ces femmes, elles font à la fois un travail à l'extérieur, qu'elles s'occupent de la maison, des enfants, et qu'elles ne mouftent pas, qu'elles sont bien élevées, qu'elles ne prennent pas la parole, qu'elles n'osent pas le faire par éducation ou simplement parce que c'est leur vision du féminin. Et elles se retrouvent avec des problèmes de thyroïde, c'est-à-dire trop d'adaptation, suradaptation, trop tirées sur leur triple réchauffeur et finalement des problèmes de thyroïde. Donc savoir définir ses limites, savoir s'adapter, certes, mais savoir s'arrêter de s'adapter, savoir transformer pour que son adaptation soit réelle en continu et qu'on n'ait pas à buter contre des obstacles qui nous rendent malades. Donc ça, c'est tout un art, l'art de la transformation, c'est presque
l'essentiel dans la vie. Hein. S'adapter, oui, mais transformer, c'est s'adapter sans perdre ce qu'on a déjà connu. Ensuite, il y a un autre versant de ces problèmes de stress, c'est notre terrain. Il y a des terrains qui supportent bien le stress et d'autres moins. Il y a un terrain le terrain luétique, qui est un terrain où il y a la dialectique foie-rate qui est au centre de ces rééquilibrages et qui fait que toute notre énergie est en dents de scie sur ce terrain. Donc, ce n'est pas une bonne chose de stresser ce terrain. Si on est stressé sur ce terrain, on arrive très rapidement à des déséquilibres amenant des pathologies inflammatoires. Donc, eh bien, aller au bout des choses, se reposer, dire de vive voix ce qu'on a à dire, notamment au niveau émotionnel, éviter des intoxications par l'alimentation, par la chimie, etc. Bien, tout ça va calmer le stress et va calmer le terrain luétique. Voilà. Tout ce qui touche aussi au sentiment d'enfermement, d'être enfermé, tout ce qui touche au déménagement, au stress du déménagement, etc., va toucher donc Yin Wei Mai et Chiang Mai, et donc aussi avoir une implication lorsqu'on a ce terrain luétique. Des gens très forts en général, très forts, qui grossissent lorsqu'ils ont stressé, qui font le yo-yo aussi souvent. Et donc, on peut simplement recommander à ces personnes de bien surveiller leur capacité d'absorption de l'adversité et des adaptations. Et plutôt que de se mettre dans des colères rentrées, eh bien, d'arriver à trouver le moyen de poser les choses, de les dire ou d'avoir un lieu pour le faire si ce n'est pas possible de le faire au travail ou à la maison. Mais en tout cas, de se rééquilibrer en conscience que ce sont des rééquilibrages énergétiques qui vont être salvateurs par rapport à notre inflammation chronique, notre stress chronique, notre problème cardiaque chronique, notre problème de dépression chronique ou notre problème de tendinite chronique. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Donc maintenant, on peut parler vraiment de conseils énergétiques. Donc, le meilleur conseil énergétique que l'on puisse donner, il est très global, c'est rendre l'énergie fluide, rendre l'énergie émotionnelle fluide, énergie physique fluide, et considérer que l'esprit est un flux qui pénètre dans une structure qui le laisse passer, qui laisse passer. Cette fluidité des mouvements de l'âme, des mouvements du corps, eh bien c'est le garant de ce que l'amour infini, cosmique, puisse rentrer dans la créature, que le créateur et le créé s'interpénètrent et qu'on se retrouve à sa place du cœur, entre ciel et terre, en laissant passer, sans retenir et sans être aux limites de quoi que ce soit, puisqu'on n'est identifié à rien. Pratiquement, donc concrètement, eh bien, il y a des Qigong pour la vésicule biliaire, des Qigong pour Chiang Mai, des Qigong pour le triple réchauffeur, Yang Wei Mai. Il y a des automassages. Je vous propose 2 Qigong qui seront
vraiment simple à mettre en… Il y en a un qui est difficile à faire, c'est le Qigong du cerf et de la grue, mais qui rééquilibre donc le foie et la rate. Donc, tout ce qui est mental et ressenti, émotion et colère. À chaque fois qu'on a des émotions non dites ou qu'on est vraiment stressé dans son travail, le plexus solaire est complètement coincé, le diaphragme coincé, tout ça, eh bien, on peut se servir de son énergie fondamentale, faire monter son énergie sexuelle, remonter dans les 3 centres inférieurs et amener cette énergie au cœur pour finalement la libérer dans les retrouvailles avec l'être intérieur. Ce Qigong est extrêmement simple, mais un petit peu difficile à réaliser parce qu'il demande de dissocier le bassin et les épaules. On va le faire en dernier. Pour commencer, on va faire un nettoyage des articulations des doigts, parce que les doigts sont des lieux de passage, corps, âme, esprit, et chaque articulation représente symboliquement ces passages. Ensuite, symboliquement également, la partie yang représente notre aspect divin, où on voit le nombre d'or qui est inscrit sur les phalanges, alors que la partie yin représente notre partie humaine, où on voit que les phalanges sont de taille égale et que vraiment c'est une machine à saisir, une machine à saisir. Vous voyez qu'ici les phalanges semblent de taille égale, alors que sur la partie divine, elles semblent au nombre d'or, c'est-à-dire que les proportions sont au nombre d'or. Ici, les proportions sont identitaires. On est dans une identité humaine. On a une équivalence de chaque articulation semblable aux autres. La symbolique du 1, du 2, du 3, du 4, du 5, c'est aussi que dans la main arrive toute l'évolution à partir du 1 jusqu'à la création. C'est pour ça que l'aboutissement, ici, est symboliquement un passage du 1 au multiple. Pour ça que je vous dis que c'est le passage corps, âme, esprit. Voilà. Donc, il y a beaucoup de chances qu'il y ait des énergies bloquées dans votre corps dues à ces mauvais passages entre le corps, l'âme et l'esprit. Et au niveau des articulations, eh bien, ça peut créer des douleurs, voire des pathologies. Alors ça, bien sûr, c'est quelque chose que j'ai vu dans mon expérience. Vous n'êtes pas obligé de me croire. En tout cas, dans la toilette taoïste traditionnelle qui a 1000 ans, on faisait déjà ça. Tirer les doigts, donc on fait un anneau et on tire le doigt en ayant une conscience qu'on nettoie toute l'énergie magnétique qui peut traîner dans les articulations. Ce n'est pas seulement nettoyer la surface, mais c'est nettoyer le doigt lui-même. Comme symbole de lieu de passage. Voilà.
Si vous n'avez pas de douleur articulaire, tant mieux. Faites quand même ce petit nettoyage en étant conscient de est-ce que j'ai des colères rentrées ou pas. Et s'il y en a, eh bien, essayez de l'exorciser, c'est-à-dire de faire des actes psychomagiques. Si vous ne pouvez pas sortir la colère devant quelqu'un, il y a peut-être autre chose à faire avec l'humour, ou aller courir, aller crier, aller taper dans un punching ball. Moi, j'ai un punching ball dans mon Dao de Chang et je tape dessus régulièrement. Mais en tout cas, il y a une chose certaine, c'est que j'ai jamais évité le conflit et j'ai sorti toutes mes colères. Eh bien, ça n'a pas toujours été le cas. Je vous dis toujours, mais non, ça n'a pas toujours été le cas. C'était le cas pendant une période de ma vie. Et une autre période de ma vie, après avoir fait 10 ans le même travail, à un moment donné, l'énergie s'est arrêtée aux mains. Je n'avais plus de sang dans les mains et elles étaient froides. Alors, j'étais kinésithérapeute. Vous vous rendez compte du truc? Et d'un coup, mes mains deviennent froides. Je vais voir un thérapeute énergéticien et je lui dis, voilà, j'ai un problème avec mes mains. Il me dit, mais vous avez des émotions non dites, des émotions rentrées, etc. Je dis non. Il me dit, si, réfléchissez bien. Mais je dis, oui, j'ai mal à l'estomac aussi. Ah, vous avez mal à l'estomac. Alors, il me fait passer des examens, j'ai rien à l'estomac. Mais j'ai une inflammation de l'estomac. Je n'ai plus d'énergie dans les mains, j'ai une inflammation de l'estomac. Il me dit, monsieur, vous êtes en train de craquer votre carapace, vous ne pourrez plus reculer maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce gars qui me dit ce que j'ai à faire, me parlait de carapace? Je comprenais absolument rien à ce qu'il me disait. Je n'ai rien compris du tout. Je ne suis jamais retourné le voir. Mais 2 ans après, je recommençais des études et je commençais à tout changer dans ma vie. Voilà. En fait, je retournais le voir 15 ans après pour lui dire merci quand même. Voilà comment le corps, parfois, avec ses inflammations, peut parler. Il faut l'écouter. Et quand j'ai repris des études, je n'ai pas changé ma femme et mes enfants pour autant. J'ai repris mes études et j'ai changé beaucoup de choses autour de moi. Mais fondamentalement, j'ai transformé les choses. Pas changer en cassant, en créant encore plus de stress. Parce que finalement, les relations humaines, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc, arriver à sortir du stress et à rentrer dans des relations humaines vraiment riches, voilà ce que je vous souhaite. Et c'est là-dessus que je vais conclure. J'ai beaucoup d'autres choses à vous dire, évidemment. Et je vais vous montrer donc maintenant, pour finir, ce Qigong très rapidement. Qigong de la grue et du cerf, s'appelle. Le cerf, c'est pour la partie inférieure, c'est-à-dire faire monter l'énergie du périnée jusqu'au ventre. Et la grue, c'est une pression sur l'estomac. La grue, en médecine chinoise, donc, c'est le symbole du yi, de l'intelligence subtile. Et aussi, elle a une crête empoisonnée. Et cette crête empoisonnée, la légende dit que la grue dort avec une patte sur son estomac pour faire remonter le poison et que la crête reste, que le poison reste dans la crête. Dans les temps anciens, on donnait des crêtes de grue empoisonnées, on les mettait sur les bras des notables, et si jamais ils avaient failli dans leur travail, alors ils devaient manger la crête de la grue et mourir. Comme quoi le mental peut empoisonner le corps, c'est ça la leçon. Il faut que vous fassiez remonter le souffle interne pour que le mental n'empoisonne pas le corps. Que vos émotions ne vous empoisonnent pas. Alors le mouvement est très simple, c'est tourner le bassin à gauche par exemple et les épaules à droite. Voilà. Et inversement, le bassin dans un sens, les épaules dans l'autre. En faisant ça, ici, vous faites quelque chose comme presser l'éponge au niveau du plexus solaire.
En même temps, remontez les organes génitaux, inspirez par le bas-ventre et faites remonter les viscères le plus haut possible. Pour aider la remontée des viscères, vous pouvez prendre votre ventre à pleine main et en même temps que vous faites la respiration interne, appuyez avec les paumes et faites rentrer les viscères le plus haut possible sur le plexus solaire. Si c'est trop difficile, vous pouvez mettre les poings, vous allez chercher bas et vous remontez comme ça. Donc on inspire, on remonte les organes génitaux, en même temps on tourne et on tourne les épaules dans l'autre sens. Donc ça travaille énormément au niveau de D12, D11, D10, D12, au niveau du foie et au niveau aussi de cette charnière dorso-lombaire assez fragile. Donc il faut que vous fassiez ça doucement, surtout si vous avez plus de 60 ans. N'abîmez pas donc votre dos, hein, faites très attention, allez-y progressivement. Donc, vous pouvez l'apprendre en plusieurs fois, hein. D'abord le bassin et les épaules, après que la respiration, après que contracter la respiration, et puis après vous faites 1, 2, respirez, et puis après vous faites tout l'ensemble. Voilà. J'ai vu plusieurs personnes guérir d'ulcères à l'estomac dû à l'expression difficile de leurs émotions, guérir avec ce simple Qigong. En même temps, la plupart du temps, bien entendu, j'ai fait un travail, j'ai accompagné la personne comme je le fais toujours en traitant le terrain. En traitant le terrain, donc sur les merveilleux vaisseaux. Voilà. Bien sûr, le remède suprême, c'est comme pour tout, toutes les conférences vont se terminer comme ça. Hein. Méditez tous les jours, essayez d'obtenir une énergie suffisante pour avoir un contact régulier avec la lumière en vous, avec votre maître intérieur, votre cas, votre double, votre ange, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais en tout cas, celui-là, comme dit Krishnamurti, qui nous suit partout et qui est notre ami fidèle et invisible. Voilà, je vais peut-être, il vous reste quelques minutes si vous souhaitez me poser des questions. Je suis tout oui, la galerie. Pas forcément, ça peut être, je t'ai dit que je tapais sur un punching ball, on en a un au Dao Chang, dire de libérer du Wei Qi quand il y en a trop, ça peut être bon. Quand on a fait monter trop de Wei Qi, trop d'énergie de défense, qu'on est en inhibition d'action, il faut que cette énergie sorte. D'accord. Donc, c'est très possible de faire un art martial qui libère ça. D'ailleurs, pour les jeunes, c'est tout à fait conseillé. Les enfants entre 7 et 14 ans, c'est tout à fait conseillé. Mais disons qu'après 20 ans, c'est plus nécessaire. On peut transformer différemment dans l'action parce qu'on rentre dans une vie active. Et même si on est encore qu'étudiant,
on n'a plus besoin de faire des arts martiaux externes pour se défouler. C'est exactement le même rapport avec la sexualité et le tantra. La plupart des gens se défoulent sexuellement, ils ne viennent pas à l'idée que cette énergie sexuelle, ils pourraient en faire autre chose que de se défouler. Bon, mais ça, quand on commence à dire ça, les gens écarquillent des yeux, de grands yeux. Et c'est la même chose avec le tai chi qui est très chez nous parce que c'est quelque chose qui raffine l'énergie au lieu de la mettre dehors. Par contre, rien n'empêche quand tu fais du karaté, du kung-fu, du taekwondo, ou du taekwondo peut-être que si, parce que le taekwondo, c'est quelque chose qui va vraiment blinder. Mais il y a beaucoup d'autres arts martiaux externes qui ne blindent pas, qui prennent les cercles dans le bon sens, qui prennent les spirales, etc., et qui font un bon boulot. Donc, il faut faire une différence aussi. Quelqu'un qui fait du taekwondo, j'ai déjà eu le cas, je ne l'incite pas à faire du tai chi, qu'il fasse l'un ou l'autre. Parce qu'il ne peut pas d'un côté se blinder et de l'autre côté aller vers le cœur vide de la rose. Ce n'est pas possible. Ce sont deux choses très différentes. Par contre, quelqu'un qui fait du kung-fu, un karaté intelligent, etc., peut faire du tai chi en même temps ou du qigong, des choses qui sont conserver l'énergie, raffiner l'énergie, transformer l'énergie, comprendre la respiration interne et arriver à passer de la volonté à l'intention. Je pense que dans tous les arts martiaux, arriver à un certain niveau, dans l'aïkido, les maîtres d'aïkido en tout cas fonctionnent comme ça, c'est certain, on passe de la volonté à l'intention. Voilà. C'est-à-dire de l'eau au feu. Voilà, je ne te décourage pas donc. Mais toi, tu fais les deux. J'ai arrêté, oui, je fais que du sabre actuellement et le tai chi. Ben ça suffit, c'est très bien. Ne va pas te prendre des coups plein la figure, ça ne sert pas à grand-chose à ton âge. J'ai appris assez à notre âge, je pense. Et il y a des gens qui ont tellement peu de contacts qu'ils ont besoin de boxer, de se boxer pour arriver à sentir quelque chose. Si vous êtes comme ça, faites de la boxe, ce sera mieux que rien. Mais sinon, évitez de vous en prendre plein la tronche pour le plaisir. Mais ça, c'est une question que tout le monde pose, mais les thérapeutes n'ont pas arrêté. Vous pouvez aller chez le dentiste, vous pouvez aller chez le kiné, l'ostéo et l'énergéticien. Ça ne s'est jamais arrêté, en fait, pendant le confinement. Hein. D'accord, mais je pense. Je vais chez mon thérapeute et voilà. La question est très pertinente puisque la dernière étape de la dégénérescence inflammatoire, on peut considérer que c'est la fibromyalgie. Seulement, la fibromyalgie, c'est un mot valise, ça renferme 50 ou 60 maladies différentes. Mais là, on est pareil, troubles musculo-squelettiques, ça renferme une quantité innombrable de mots, donc douloureux, mais qui ne sont pas que douloureux, qui sont aussi douloureux au niveau psychique, qui sont aussi cardiovasculaires. Et la fibromyalgie, dans la fibromyalgie, il y a, je l'ai pas mise dans les maladies dans le livre. Et il y a une chose qu'il faut que vous sachiez sur la fibromyalgie, ne faites pas de massage dans la fibromyalgie. Alors ça, il y a peu de gens qui le savent, mais ça renforce les douleurs. C'est un truc que j'ai constaté qu'il faut absolument savoir. Si vous avez quelqu'un qui a une fibromyalgie, il ne faut pas faire de massage. Par contre, il y a beaucoup d'autres choses à faire, et notamment au niveau du mouvement lent, de la méditation, des qigong, du traitement du terrain, etc. Hein? On peut faire des choses, mais surtout pas de massage. Moi, j'étais confronté à ça comme kiné parce qu'on m'envoyait des gens quand j'étais jeune pour fibromyalgie, c'est quelque chose qui ressemble. Et je me suis fait avoir plusieurs fois, j'arrivais pas, c'était des sujets très difficiles. En général, c'est des gens grincheux parce qu'ils ont tellement marre d'avoir mal
que c'est des gens difficiles en traitement. Et quand en plus on renforce leur douleur en leur faisant des massages, alors on ne sait plus quoi faire. Donc voilà, je vous le dis parce que je ne sais pas si vous êtes thérapeute, mais c'est important de savoir. Eh bien… Merci beaucoup.